interruptions médicales de grossesse et de DPN sont des atrocités. On ne sait pas comment annoncer. Les femmes vont avoir une triple culpabilité. J'ai donné la vie est ratée, maintenant on me demande de tuer, il faut que je fasse le deuil de mon enfant, je ne serai pas une mère. Enfin, c'est épouvantable et tous les soignants le savent. On va vous dire, mais attendez, il y a une formule humaine qui existe, c'est le diagnostic préimplantatoire. Là, vous n'aurez pas de problème d'avortement. On va faire avant, on va faire du tri. Et pour peu qu'on nous découvre demain, ce qui est, paraît-il, en cours, qu'avec des fragments d'ovules qui ont été prélevés sur des jeunes filles à l'époque où on leur fait l'opération de l'appendicite, on va les cultiver en laboratoire et produire ainsi des dizaines d'embryons qu'on pourra tamiser à partir d'un certain nombre de critères simples, on ne pourra pas tout faire, et on dira, bon, tout cela on élimine, on ne garde qu'un certain nombre et on évite tous les autres problèmes. La technicisation ne s'achèvera, et c'est juste le reproche que je fais à Emmanuel, qu'avec l'ectogénèse, c'est-à-dire l'utérus artificiel, qui remplacera avantageusement la pauvre mère porteuse. Monsieur le sénateur, vous voulez réagir? Oui, sur l'utérus artificiel, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça peut arriver, et d'autant plus que quand j'avais été auditionné par la commission du Sénat, qui n'était pas d'ailleurs une commission officielle, mais un groupe de travail, j'avais dit à mes interlocuteurs et à mes interlocutrices, dont la plupart étaient d'ailleurs favorables à la grossesse pour autrui, je dis au fond, l'idéal auquel vous devez aspirer, c'est la création, la conception d'un utérus artificiel, puisqu'à ce moment-là, ça répond à la fois au désir d'enfant et également aux difficultés qu'on peut éprouver, soit quand on n'a pas d'utérus, soit quand on en a un et qu'on a une grossesse qui se passe mal. Mais c'est surtout par rapport à un jugement global et très pessimiste que vous avez porté sur la science et le progrès. Car l'exemple... Excusez-moi, pas du tout. Sur la technoscience qui se prétend autre chose que ça. La technoscience, elle a quand même du bon. L'exemple sur lequel, d'ailleurs, on a disserté il y a un instant, qui concerne l'explosion des cellules souches adultes et la possibilité d'avoir une technoscience, mais qui permet maintenant, partant de cellules de l'adulte, de cellules de peau ou de n'importe quel tissu, de devenir des cellules souches avec là des perspectives de plus en plus assurées par l'évolution rapide des procédures expérimentales, d'avoir enfin l'approche d'une médecine régénérative. Donc la technoscience, elle a du bon. Et quand elle va dans ce sens, finalement, de mise à l'écart de cette angoisse que nous pouvons avoir concernant les cellules souches embryonnaires et leurs éventuelles applications thérapeutiques, je me dis que même s'il y avait que ce progrès au profit des technosciences, finalement, peut-être y a-t-il un certain angélisme et beaucoup d'illusions, mais j'en serais plutôt content. La question, je crois, n'est pas de la science, en tant qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Elle est l'articulation de la science avec la sagesse, c'est ça. Donc deux façons de... Ça a toujours été, hein, la science et la sagesse, elles doivent s'articuler. Si la science est-elle capable de produire sa propre éthique? C'est pas du tout évident, c'est là la question. Il faut aussi qu'il y ait à côté une sagesse. Et c'est le cas de la déontologie médicale, avec le serment d'Hippocrate, avec Avicenne, etc. Est-ce que l'homme est capable, effectivement, de produire une sagesse? C'est pas la science qui est mauvaise, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc il faut bien quelqu'un qui réfléchisse à côté pour savoir si la science est bonne ou mauvaise, parce que le progrès technique, c'est une chose, le progrès humain, c'est autre chose. La mine antipersonnelle qui laisse les gens blessés pour toujours, hein, et le scanner, eh ben c'est tous les deux des progrès techniques. Il y en a un qui est peut-être un progrès humain et l'autre qui n'en est pas. Alors, qui va réfléchir à ça? Ben, c'est la sagesse. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait déjà Rabelais. Vous voyez, tout ça, c'est pas nouveau. Mais c'est bien ça qui se pose aujourd'hui. C'est pas la question de la remise en cause de la science ou de la technoscience. C'est la remise en cause d'une science qui serait absolument autonome et qui se revendique comme telle. Aujourd'hui, les chercheurs, c'est bien ce qu'ils disent. Ils se revendiquent comme telle, absolument autonome. Ne venez pas nous casser les pieds. Laissez-nous chercher au nom de la recherche et de la connaissance. Mais ils n'admettent pas qu'il puisse y avoir à côté d'eux, effectivement, la sagesse, c'est-à-dire la capacité d'entrer dans une intelligence spéculative qui permet d'évaluer le travail qu'on fait. Je suis d'accord avec vous s'il n'y avait pas une globalisation en disant les chercheurs sont incapables de... Personne n'a dit ça. Moi, j'ai entendu des chercheurs dire laissez-nous tranquilles. Il y en a d'autres qui disent aidez-nous à trouver la voie. Mais c'est important quand même de le dire. Je pense finalement il y a un grand paradoxe dans notre pays, c'est une espèce d'immense contradiction, et c'est ça qu'il faudrait peut-être souligner aussi, c'est que beaucoup de choses sont faites quand même pour accueillir des personnes handicapées, pour qu'elles prennent leur place dans la société. On dit même plus intégration, pour les respecter davantage. Avant-hier, j'étais avec une personne qui est surveillante dans un établissement pour personnes âgées dépendantes, elle vit en fauteuil roulant, elle a une myopathie. Mais elle dit, pourquoi est-ce que on fait tant pour nous donner notre place, pour qu'on prenne notre place, et en même temps,
on fait tant pour nous empêcher de naître. Et c'est ce grand paradoxe qui existe. Parce qu'il y a quand même eu des progrès considérables par rapport à il y a 100 ou 150 ans dans l'accueil, les soins, la place, la place dans le débat public aussi des personnes avec un handicap. C'est qu'on va être de plus en plus confronté à des personnes atteintes de maladies chroniques. Ça, c'est un phénomène massif et qu'il y a de moins en moins de structures d'accueil. Et les structures, alors probablement que vous êtes allé dans quelques structures un peu d'exception, il y en a, heureusement. Enfin, la grande réalité du handicap, c'est des sujets qu'on suit malheureusement au quotidien. Mais regardez l'accueil des personnes. Non, mais regardez. Je suis frappé de voir que jusqu'à maintenant, j'entends qu'on essaie d'accueillir le mieux possible. Je ne dis pas qu'on le fait suffisamment bien. Alors là, tout à l'heure, on parlait d'idéal. Excusez-moi de vous dire, là, c'est malheureusement une réalité qu'on suit au quotidien. Si vous avez une personne polyhandicapée qui a plus de 18 ou 20 ans, trouvez-lui aujourd'hui une structure. Je sais bien que c'est difficile. Mais personne ne dit qu'il faut les supprimer. Ensuite, vous étonnez qu'il y a Madame Imbert qui a envie d'euthanasier son fils. Moi, je pose ces questions politiques. Alors, plutôt que de s'investir uniquement dans un débat de bioéthique sur les évolutions de la science, je poserais juste une question. Est-ce qu'en 2009, avec toutes ces évolutions auxquelles rend hommage Claude Hurier, on se sent plus humain, mieux humain, et on se sent mieux entre nous? C'est vrai. Est-ce qu'on sent qu'il y a plus de justice? Est-ce qu'il y a plus de respect? Alors moi, le seul constat que je fais du côté de la biomédecine, et comme le dit Dominique Folchet, c'est les techniques, les biotechniques en quelque sorte. C'est même plus des médecins, c'est des biomédecins. Le seul constat, c'est plutôt le constat d'un échec. Voilà, c'est tout. Merci en tout cas à vous tous de nous avoir permis de comprendre que ces questions n'appartiennent pas à des spécialistes, mais appartiennent ou doivent appartenir en tout cas à la réflexion de chacun. Et pour la poursuivre, cette réflexion, nous avons sélectionné un certain nombre d'ouvrages avec David, des ouvrages dont nous nous sommes servis d'ailleurs pour la préparer également. D'abord, 2 livres qui sont le fruit du travail mené par les évêques. Bioéthique, propos pour un dialogue, signé de Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes, et des évêques de son groupe de travail. C'est aux éditions Le Thielleux, paru en février dernier. Et puis également L'embryon, problème de bioéthique, le statut ontologique et éthique de l'embryon. Ce sont les actes du colloque tenu à l'Institut catholique de Rennes en novembre dernier sous la présidence du même Monseigneur Dornelas. Et puis pour aller plus loin, sachez que nos invités, en tout cas certains, ont écrit des livres sur cette question. D'abord le livre d'Emmanuel Hirsch, Apprendre à mourir, c'est chez Grasset, un livre qui date d'octobre 2008. Le livre de Monseigneur Michel Aupetit, L'embryon, quels enjeux, aux éditions Salvator, un livre qui date de janvier 2008. Et puis un autre livre également, Le bonheur blessé, c'est le vôtre, Tugdual Derville, un livre aux éditions CLD. Et puis enfin, un gros pavé, j'ai envie de dire, mais très intéressant, Philosophie, éthique et droit de la médecine de Dominique Folscheid, aux éditions Brigitte Feuillet-Lemintier. Avec voilà. Et Jean-François Mattei. Jean-François Mattei. PUF, excusez-moi. Au PUF, dans la collection Thémis, c'est un livre qui a 12 ans déjà et qui continue à se vendre d'après le témoignage de notre libraire cette semaine. Alors, on ne peut pas citer tous les ouvrages des uns et des autres. On a pris ceux dont on s'est servi pour préparer cette émission. Il y a encore de Jean-Marie Le Menné, La trisomie est une tragédie grecque, aux éditions Salvator. C'est paru il y a quelques mois, en janvier dernier. Et puis pour ceux d'entre vous qui auront été touchés par l'expérience à la fois de notre reporter Frédéric Jakovlev et le témoignage de la petite Philippine Lutz et de sa famille. Je vous rappelle l'existence de ce livre, Philippine, la force d'une vie fragile, de Sophie Lutz, aux éditions de l'Emmanuel. C'est paru en 2007, mais on le trouve toujours. Et puis enfin, 3 sites internet. D'abord, le blog des évêques sur les questions de bioéthique, www.bioéthique.catholique.fr. Le site www.génétique.org pour avoir des réponses à beaucoup de questions sur la bioéthique. Ouais, avec une newsletter régulière et gratuite actualisée sur ces questions. Et enfin, le site de l'ADV, www.adv.org. L'adresse s'affiche sur vos écrans. Merci beaucoup en tout cas à tous nos invités. Merci à Éric Michel et aux équipes de la production, à Carole Delafont, à tous les reporters qui ont travaillé pour préparer cette émission. Merci à vous aussi de votre fidélité. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos commentaires à l'adresse habituelle réaction@ktotv.com. On se retrouve bientôt, y compris pour parler de ces sujets dans un mois, presque jour pour jour. Poursuivons cette réflexion, une émission cette fois qui sera en partenariat avec Famille Chrétienne, RCF et Radio Notre-Dame. Nous y recevrons notamment le cardinal Philippe Barbarin et le grand rabbin de Paris, David Messas. Ce sera diffusé le vendredi 22 mai prochain. Bonne soirée à tous, à bientôt.